Salam alaikum. Alors, la vidéo numéro 31, playlist exercice en télécommunication et transmission. Donc, cette vidéo comporte 5 exercices en modulation analogique. C'est la deuxième vidéo de la playlist exercice télécom. Donc, chaîne, traitement de signal, télécom, électromagnétisme, électricité. Donc, un petit rafraîchissement. La modulation est un concept qui consiste à prendre l'information, qui est le signal, par exemple ici sinusoïdal, donc cette information, ou bien la confiner dans l'amplitude d'une porteuse, haute fréquence, et ça donne une modulation AM, amplitude modulation, ou bien confiner l'information contenue dans le signal informatif dans la phase ou la fréquence de la porteuse. Et ça donne la FM, Frequency Modulation. Alors, exercice 1. Donc, on va chercher le calcul du taux de modulation à partir du spectre et aussi à partir de la courbe du signal modulé. Donc, première question, on observe la courbe d'un signal ST modulé AM-DSB, c'est-à-dire amplitude modulation, double sideband. Alors, voir le vidéo playlist cours transmission pour plus de précision. Donc, AM-DSB, ça veut dire que les deux bandes latérales plus la porteuse sont transmises. Alors, on observe le maximum du signal S égale 4 volts, le minimum de l'amplitude égale 2 volts, déduire le taux de modulation petit m. Voilà donc, à l'oscilloscope, on observe le signal AM-DSB. Donc on note Amax égale 4 volts, Amin égale 2 volts. Donc c'est l'amplitude maximale et minimale de l'enveloppe du signal AM. Donc déduire à partir de cet oscillogramme le taux de modulation M, ou bien l'indice. Deuxième question, soit le spectre d'un signal sinusoïdal modulé AM-DSB, déduire le taux de modulation à partir du spectre. Question 3, sur un spectromètre, donc un appareil qui mesure le spectre d'un signal, on mesure la porteuse à 3 dBm et deux raies latérales chacune à moins 21 dBm. Calculer le taux de modulation petit m. Donc là, on a 3 méthodes pour déduire le taux de modulation d'un signal AM. Donc commençons par la première méthode. Donc je rappelle la modulation DSB, double sideband. On a un générateur qui délivre la porteuse AP cos oméga pt. La fréquence de la porteuse est une haute fréquence, donc HF. Le signal qui contient l'information est U de T, dont le module est compris entre moins 1 et 1. Donc on multiplie le 1 plus M UT, M l'indice de modulation, par la porteuse. Et ça nous donne le signal AM-DSB, S égale AP, 1 plus M UT fois cosinus oméga pt. Donc là, l'information est contenue dans l'amplitude de la porteuse. AP1 plus M UT est l'amplitude du signal modulé. Elle est comprise entre Amin et Amax.
Alors, lorsque U de t égale le minimum, donc moins 1, donc on aura AP 1 moins M égale 1 min. Lorsque UT égale plus 1, l'enveloppe atteint le maximum. Donc AP 1 plus M égale A max. Alors, si on fait la somme, A min plus A max, on trouve 2 AP. Si on fait la différence, A max moins A min, on trouve 2 AP fois petit m. Donc on peut éliminer 2 AP pour déduire petit m. C'est-à-dire A max moins A min divisé par A max plus A min. Donc application numérique, on trouve m égale 1 tiers. Ou bien 33,33%. Deuxième question, indice M à partir du spectre AM-DSB. Alors, U de t égale sinus de pi F0t. F0 est la fréquence BF à moduler. Alors, ST égale AP1 plus M sinus de pi F0t cos de pi FPT. L'analyseur de spectre fournit le spectre monolatéral, c'est-à-dire uniquement pour les fréquences positives, en multipliant par 2, parce que le module de la transformée de Fourier et aussi de la série de Fourier, c'est indice n, il est pair. Donc, on va travailler avec le spectre monolatéral pour f supérieur ou égal à 0. Donc, regardez le cours ou la vidéo sur modulation analogique. On avait trouvé, donc en rouge, les pics en rouge, les raies aux fréquences fp-f0, fp, fp plus f0, constituent le spectre du signal AM-DSB, module de grand S petit f. Donc avec les poids MAP sur 2, AP, MAP sur 2. Alors, donc on a SFP égale AP, donc la fréquence porteuse. SFP plus F0 égale MAP sur 2. Donc on en déduit petit m est égal à 2 fois le rapport SFP plus F0 sur SFP. Donc à partir du spectre, on peut déduire l'indice de modulation. Donc c'est important, quel que soit m. Donc ça c'est vrai, quel que soit m. Positif. Troisième question. Le spectromètre donne le spectre en dBm. Alors je rappelle, le SdBm, indice dBm, c'est 10 fois log base 10 de module de S carré sur 10 moins 3. Donc le module S carré, il est mesuré en milliwatts. C'est pour ça qu'on note dBm. Donc voilà, le spectromètre donne 3 pics en dB. Donc 3 dB à la fréquence Fp. Et les deux autres raies, Fp moins F0 et Fp plus F0, c'est-à-dire les bandes latérales, sidebands, moins 21 dBm. D'après la relation m égale 2 SFP plus F0 sur SFP, on prend donc 10 log base 10 de m carré égale 20 log base 10 de 2, puisque c'est 10 log base 10 de 4, plus SdBm Fp plus F0, moins SdBm Fp. C'est-à-dire 20 log base 10 de m égale 6,02 moins 21 moins 3.
Et finalement, petit m égale 12,6%, ou bien 0,126. Donc là, on a 3 méthodes pour déduire l'indice de modulation d'un signal AM DSB. Exercice 2, modulation AM DSB encore. On observe à l'oscilloscope les variations d'un signal sinusoïdal modulé AM DSB. On relève une tension enveloppe maximale de 4,5 volts et une tension enveloppe minimale de 0,5 volts. La fréquence HF est de 100 kg et la fréquence BF de 10 kg. Déduire l'expression mathématique du signal. Deuxième question, la puissance totale émise par l'émetteur ou bien le modulateur via une résistance R égale 1 ohm est 100 watts avec un indice de modulation M égale 70%. Calculer la puissance de la porteuse et celle d'une bande latérale. Troisième question, calculer le rendement de la modulation. Conclure. Alors 1, c'est comme dans l'exercice précédent. Petit m égale Amax moins Amin sur Amax plus Amin. Donc on trouve 0,8. Donc taux de modulation égale 80%. Donc on peut déduire la valeur de AP. Donc AP égale Amin plus Amax sur 2 égale 2,5. Comme FP égale 100 kg et F0 égale 10 kg, on peut écrire l'expression du signal AM DSB. Donc S égale 2,5, c'est-à-dire AP, 1 plus 0,8 sinus de pi 10 4t, cosinus de pi 10 5t. Deuxième question, calcul de la puissance de la porteuse et la puissance d'une bande. Alors, le signal ST, dans ce cas, est une tension électrique grand R fois I de T. Puisqu'on donne la résistance, égale AP 1 plus M sinus de pi F0T cos de pi FPT. Puisque grand R égale 1, ST égale AP cos de pi FPT, donc on décompose, plus AP M sur 2 sinus de pi FP plus F0T, moins AP M sur 2 sinus de pi FP moins F0. Donc on a décomposé le produit sinus-cosinus. C'est la différence entre sinus de la somme et sinus de la différence, le tout divisé par 2. Donc là, on a 3 composantes. Alors, la puissance totale, c'est la somme des puissances des 3 signaux sinusoïdaux. Et on sait que la puissance d'un signal sinusoïdal, c'est le carré de son module divisé par 2. Donc, la puissance totale, AP carré sur 2, plus AP carré sur 2, M carré sur 4, plus AP carré sur 2, M carré sur 4. La puissance totale est donc égale à la puissance de la porteuse plus la puissance de la bande latérale supérieure, c'est-à-dire l'arrêt correspondant à FP plus F0, plus la puissance de la bande latérale inférieure correspondant à l'arrêt FP moins F0. La puissance d'une bande égale PBLS égale PBLI. Donc les bandes ont la même puissance. On peut écrire P total égale, en factorisant par AP carré sur 2, AP carré sur 2, facteur de 1 plus M carré sur 2. Donc finalement, on a la puissance totale égale la puissance de la porteuse fois le terme 1 plus M carré sur 2. On peut déduire la puissance de la porteuse, c'est puissance totale
fois 2 sur 2 plus m carré, ou encore 100 fois 2 sur 2 plus 0,7 au carré, égale 80,32 watts. Puissance d'une bande, c'est la puissance totale fois m carré sur 4 plus 2 m carré. À partir donc des relations précédentes. On peut l'écrire aussi sous la forme puissance totale moins la puissance de la porteuse divisé par 2. Ça nous donne puissance d'une bande, l'une des deux, égale 100 moins 80,32 divisé par 2 égale 9,84 watts. Alors, rendement de la modulation, par définition, ρ égale la puissance utile, c'est-à-dire la puissance utile au niveau du récepteur qui va recevoir le signal modulé. Donc la puissance qui contient l'information liée au signal modulé, c'est-à-dire au signal basse fréquence, divisé par la puissance totale de S. Ρ égale donc puissance de la bande divisé par la puissance totale, parce que la puissance utile est contenue dans une seule bande. Une seule bande suffit pour connaître la fréquence F0. Donc ρ égale m carré sur 4 plus 2m2, d'après la relation précédente. On trouve ρ égale 9,8%. Conclusion. Le rendement est très faible. Donc, le rendement, 9,8% est très faible. Alors, il y a des façons pour améliorer ρ. Normalement, on doit avoir un ρ proche de 1. Alors, on peut faire une modulation d'amplitude AM-SSB, c'est-à-dire amplitude modulation, simple sideband. Au lieu d'envoyer les deux bandes, bande latérale inférieure et bande latérale supérieure, on envoie uniquement la porteuse et l'une des deux bandes. Comme ça, la puissance totale va baisser et par suite le rendement va augmenter. Donc on émet la porteuse et une seule bande latérale. Comment faire pour envoyer une seule bande? Donc juste après AM-DSB, on applique un filtre passe-bande qui isole la bande qu'on souhaite envoyer. Il y a une amélioration encore meilleure, AM-SCSB, Amplitude Modulation, Suppressed Carrier, Simple Band, c'est-à-dire on envoie uniquement une seule bande. Et même la porteuse, on ne l'envoie pas. À condition que le récepteur soit cohérent avec l'émetteur, c'est-à-dire synchrone. Le récepteur doit connaître la fréquence de la porteuse, comme ça il peut démoduler. Donc on émet une seule bande latérale pour améliorer le rendement. Bien sûr, en appliquant un passe-bande après la modulation AM-DSB. Et là, on aura un rendement égal à 1. Exercice 3, démodulation AM-DSB par détection d'enveloppe. Donc là, on est au niveau du récepteur. Une sinusoïde modulée AM-DSB est démodulée par détection de crête lorsque l'indice est strictement inférieur à 1. Alors, donc, je rappelle, S égale AT cos de pi FPT. Donc, AT désigne l'amplitude variable. Le détecteur de crête est composé d'une diode
d'un condensateur C et d'une résistance R en parallèle avec C. Donc, en principe, l'entrée du signal AM, lorsqu'elle traverse ce détecteur, la sortie sera une extraction de l'enveloppe de S, grand AT. On va voir est-ce que c'est vrai. Première question, montrer que la sortie du détecteur est approximativement AT. Deuxième question, on admet que pour une bonne détection, on doit avoir ces deux inégalités. M sur racine de 1 moins m carré fois la fréquence basse, strictement inférieure à 1 sur 2 pi RC, strictement inférieure à la porteuse, la fréquence haute. Déterminer une plage pour la capacité, si M égale 0,8, R égale 1 kΩ, F0 égale 1 kHz et Fp égale 1 MHz. Première question. Donc on suppose que le signal AM a cette forme. Donc là en noir c'est l'enveloppe ou la crête du signal AM. Et on note VD, la tension aux bornes de la diode, VC, la tension aux bornes du condensateur. Elle est la même, bien sûr, aux bornes de la résistance, puisqu'elles sont parallèles. Donc, loi d'Émaille, VD égale ST moins VC. Alors, il y a deux cas. Si VC, la tension du condensateur, est strictement inférieure à ST, VD est positif. Donc, la diode est passante. Et ST, le signal AM, va charger le condensateur. Donc, le condensateur se charge. Deuxième cas, si VC est supérieur à ST, VD est négatif. Donc, la diode est bloquée. C'est-à-dire, le condensateur va se décharger dans la résistance. Donc, voilà un schéma explicatif. Donc, en bleu, tension aux bornes du condensateur. Violet, le signal AM DSB. Donc là, lorsque S est supérieur à VC, le condensateur se charge. D est passante en vert. Lorsque D est bloqué en rouge, le condensateur se décharge dans la résistance. Et voilà, ça s'effectue d'une manière périodique en suivant l'enveloppe ou la crête du signal AM/DSB. Donc normalement, on doit avoir à la sortie du détecteur un signal approximativement égal à grand A de T. Deuxième question. Si on pose taux égale RC, le temps de charge-décharge du condensateur, il faut essayer de choisir R et C pour que VC suive l'enveloppe de S. C'est-à-dire assurer le compromis suivant. La capacité doit se décharger très lentement dans grand R. Donc taux doit être élevé. Donc la capacité doit se décharger très lentement pour rester collée à la crête du signal ou bien à l'enveloppe. Donc il faut exiger taux élevé, temps de décharge. Mais en même temps, la capacité doit se charger rapidement lorsque la diode est passante. Donc on exige taux faible. Pour réaliser ce compromis, on fait un calcul très détaillé et on trouve, donc vous pouvez chercher le calcul détaillé dans la littérature, on trouve donc cette condition.
on doit avoir 1 sur 2 pito compris entre m sur racine de r moins m2 f0 est strictement inférieur à fp. Donc c'est la condition pour que la sortie du détecteur colle à l'enveloppe. Alors numériquement, en remplaçant R par sa valeur et F0 et Fp aussi, on aboutit à une plage. Le condensateur, la valeur de la capacité, doit être comprise entre 0,16 nanofarad et 120 nanofarad, ou bien 0,12 microfarad. Exercice 4, démodulation cohérente à MDSB. Cohérente ou bien synchrone, ça signifie que l'émetteur et le récepteur, ou bien le modulateur et le démodulateur, tous les deux sont synchronisés sur la même fréquence porteuse Fp. Donc il n'y a pas de glissement de fréquence à la réception. Ils sont parfaitement synchrones. On démodule un signal à MDSB à l'aide du circuit indiqué. Donc ça c'est au niveau du récepteur qui reçoit ST multiplié par la porteuse déphasée, donc cos oméga pt plus phi. Ça donne un signal xt qui passe à travers un filtre passe-bas et on obtient à la sortie du récepteur un signal yt. Alors petit 1, donnez l'expression de xt. Petit b, tracez le spectre de module de xt. Deuxième question, le passe-bas grand HF égale rectangle de petit f sur 2fc. Donc la fonction rectangle, ou bien le signal rectangle, est aussi appelé le signal porte. C'est un signal temporaire qui est égal à petit 1 entre moins 1 demi-seconde et 1 demi-seconde et nul ailleurs. Donc grand HF, donc là c'est au niveau fréquentiel, donc le signal rectangulaire fréquentiel, si le signal porte égal à 1 entre les fréquences moins 0,5 Hz et 0,5 Hz et nul ailleurs. Donc c'est un filtre idéal de fréquence de coupure Fc égale 2 kHz. Petit a, tracez le graphe de HF, donnez l'expression de Y si F0 égale 1 kg et Fp égale 1 méga. Troisièmement, on affiche Y à l'oscilloscope. Mesurez les valeurs de petit m et Ap à partir du graphe avec un déphasage entre les deux signaux à l'émission et à la réception de la porteuse, phi égale pi sur 4. Un petit a, cherchons petit x de t, la sortie du multiplieur. Donc x égale a cos de pi fpt fois cos de pi fpt plus phi. Donc on peut transformer le produit de cosinus, ou bien les linéariser. Ça donne at sur 2 cos 4 pi fpt plus phi, plus at sur 2 cos phi. Donc c'est la somme des cosinus, somme des cosinus différence, divisé par 2. Alors, on développe encore en remplaçant at par son expression ap1 plus m sinus de pi à 0t. Alors, on trouve ap sur 2 cos 4 pi fpt plus phi plus map sur 2 cos 4 pi fpt plus phi fois sinus de pi f0t plus ap sur 2 cos phi plus map sur 2 cos phi sinus de pi f0t. Finalement, en transformant le produit cosinus fois sinus en une somme ou bien une différence, sinus de la somme moins sinus de la différence, donc ce sont des identités trigonométriques que vous connaissez, on trouve finalement l'expression de x composée de 4 signaux sinusoïdaux à des fréquences 2fp, 2fp plus f0, 2fp moins f0 et f0, plus
une constante ou bien une composante continue à P sur 2 cos phi. Un B, xt égale donc, je reprends l'expression, le spectre de module de ce signal, il suffit de positionner les raies aux fréquences correspondantes. Donc on a la fréquence nulle, la constante, puisque la transformée d'une constante, c'est cette constante fois le pic de Dirac, ou bien l'impulsion de Dirac. Le pic à f0, c'est AP sur 2 fois m cosinus phi. Puis il y a 3 pics à 2fp, 2fp moins f0 et 2fp plus f0. Donc voilà le spectre de petit x. 2A. Alors tracé HF, voilà HF. Donc il est égal à 1 entre les fréquences moins 2 kg et FC égale 2 kg et nul à l'extérieur. C'est un filtre passe-bas idéal. 2B, déduire donc YT. On sait que la transformée de Fourier de la sortie d'un filtre, c'est la réponse fréquentielle fois la transformée de l'entrée. Donc YF égale HF fois XF. Donc il suffit de multiplier donc le spectre de 1B par HF. Donc tout ce qui est à l'intérieur de la porte passe à travers le filtre. Tout ce qui est à l'extérieur de la porte ne passe pas. Donc là, les 3 pics en rouge ne passent pas à travers le filtre. Bien sûr, à condition que la fréquence de coupure soit strictement inférieure à 2fp moins f0. Donc il n'y a que 2 pics en vert qui passent. La composante continue, AP sur 2 cos phi, et la composante correspondant à 1 kHz, MAP sur 2 cos phi. On en déduit donc l'expression de YT, c'est MAP sur 2 cos phi fois sinus de πf0t plus AP sur 2 cosinus phi. Et c'est justement, en factorisant par cos phi sur 2, c'est AT fois cos phi sur 2, c'est-à-dire l'enveloppe ou bien l'amplitude instantanée du signal AM. Alors là, je reprends. Donc exercice 5, modulation de fréquence FM analogique. Première question, quelles sont les composantes spectrales du signal FM suivant? Donc là, on a S égale 10 cos de pi F de pi 10 6t plus sinus de pi 10 3t. Lorsque le signal qui contient la basse fréquence se trouve dans la phase de la porteuse haute fréquence, il s'agit bien d'une modulation de phase ou de fréquence. Deuxième question, la fréquence instantanée maximale d'un signal FM est 525 MHz et la porteuse 105,45 MHz. La fréquence du signal modulant, donc BF, est 25 kg. Calculer l'excursion de fréquence delta F, l'indice de modulation et la bande FM occupée, donc grand B. Alors, petit 1, cosinus de oméga 0t. Donc, je rappelle le schéma bloc d'un modulateur FM. Donc, cos oméga 0t est le signal BF qu'on veut transmettre. Petit m est l'indice de modulation. Cos oméga pt, donc le générateur qui délivre la porteuse HF. Donc, le modulateur FM, circuit électronique, effectue son travail et me délivre ST égale E fois cosinus oméga P
t plus petit m sinus oméga 0t. Alors, quelles sont les composantes spectrales? Le signal ST peut être décomposé sous cette forme. Donc, voir vidéo cours modulation analogique dans la playlist transmission. Donc, on a plusieurs termes. Donc, ça relève de la décomposition en série de Fourier de signaux périodiques. Donc, le spectre du signal FM monolatéral est composé de raies centrées autour de la fréquence porteuse Fp avec une amplitude ou bien un poids monolatéral J0 fois E, deuxième raie à droite J1 fois E, etc. jusqu'à l'infini, Jn de m. Donc Jn de m est la fonction de Bessel d'ordre n au point petit m, c'est-à-dire à l'indice petit m. Normalement, le spectre Fm, il est très étalé, puisque les sommes vont de n égale 1 jusqu'à plus l'infini. Sauf que, heureusement, les J indice n de m tendent vers 0 lorsque m tend vers l'infini. Alors, comment calculer les valeurs des Jn petit m? Eh bien, il y a des tableaux qui donnent ça. Donc, vous voyez l'expression de J indice n de m, un peu compliqué, c'est une série. C'est petit m sur 2 à la puissance petit n, la somme de p égale 0 à l'infini, de moins 1 à la puissance p, fois m à la puissance de p, sur factoriel p, fois n plus p factoriel, fois 2 à la puissance de p. Donc, il y a des tableaux qui vous donnent les J indice n pour un indice donné. Donc là, on a un indice m égale 1. Donc on lit la ligne correspondant à m égale 1. J0 égale 0,77. J1 égale 0,44. J2 égale 0,11. J3 égale 0,02. Eh bien, les autres sont nuls. Vraiment nuls ou presque nuls. Alors, Fp égale 1 méga, F0 égale 1 kg, M égale 1, E égale 10. Donc on peut positionner les raies du spectre module de SF. Donc Fp, 7,7, puisque c'est E fois J0, que vous multipliez par 10, 4,4, 1,1, 0,2. Donc en rouge, c'est-à-dire la distance fréquentielle entre deux raies, c'est F0 égale 1 kHz. Donc les raies sont espacées de 1 kHz. Donc voilà nos modules du spectre signal FM considérés. Deuxième question. Alors on a Fp égale F0 égale et la fréquence maximale 105,525 mégas. On cherche l'excursion de fréquence. Alors il faut bien que je vous rappelle les définitions. ST signal FM, c'est E cos oméga pt plus M sinus oméga 0t. La fréquence instantanée, Ft, c'est la dérivée de la phase divisée par 2π. Ça veut dire que la fréquence instantanée d'un signal FM, c'est 1 sur 2π, la dérivée du terme oméga pt plus M sinus oméga 0t. Alors, il se trouve que cette fréquence instantanée est comprise entre Fp moins delta F et Fp plus delta F. Ça veut dire une plage pour Ft. Et delta F, c'est petit m fois F0.
Donc la fréquence instantanée appartient à un intervalle fixe, borné. La largeur de cet intervalle est 2 fois delta f, c'est-à-dire 2m fois f0. Alors, calcul de l'excursion de fréquence. Puisqu'on a f max égale fp plus delta f, on connaît delta f, on connaît fp et f max, donc delta f égale la différence. 75 kHz. On l'appelle excursion de fréquence, ça veut dire que la fréquence instantanée joue autour de la fréquence porteuse, mais ce jeu ne dépasse pas delta f, à droite et à gauche. Indice de modulation, on a delta f égale mf0, d'où m égale delta f sur f0 égale 3. Bande FM occupée par ce signal FM. Il faut appliquer la règle de Carson. Alors, c'est quoi la règle de Carson? Bon, la règle de Carson dit que la bande occupée par un signal FM, en pratique, parce que théoriquement, le spectre est étalé à l'infini, mais en pratique, la bande B renferme uniquement grand M plus 1 Ré à droite de la porteuse et grand M plus 1 Ré à gauche de la porteuse. Voilà, donc B égale à peu près 2M plus 1 fois F0, puisque les raies sont espacées de F0. Donc la règle de Carson, la bande B occupée par un signal FM, c'est 2 indices de modulation plus 1 fois la basse fréquence, qu'on peut écrire sous la forme 2 fois F0 plus l'excursion de fréquence. Donc on remplace par les valeurs et on trouve B approximativement 200 kHz. Voilà, je vous remercie. Donc à la prochaine vidéo, je pense que ça va être sur les modulations numériques et quelques exercices de transmission, donc antenne, émission, réception.